Bonjour, je suis ravie de vous voir si nombreux et un vendredi après-midi à 2 heures, c'est quand même pas évident. Et je suis donc très excitée de vous voir là et j'espère qu'on va s'amuser ensemble avec ce que j'ai à dire et à montrer. Je vais vous parler de quelque chose qui est venu dont j'ai parlé un tout petit peu le 18 octobre à ma leçon inaugurale. J'ai parlé de l'Europe en termes de sémiosphère. Et je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui trouvent que la sémiotique, c'est passé, ça n'a plus aucun sens. Je vais vous dire que si, ça a beaucoup de sens. En utilisant ce terme, qui pour certains a pu être plutôt obscur, du jargon, je voulais éviter 2 pièges dans le discours sur l'Europe. Est-ce que vous m'entendez tous? Au fond aussi? Ok, très bien. Le premier piège, ce serait de définir et donc de fixer une région géographique, tandis que l'Union européenne est constamment en transformation, avec de nouveaux États membres, candidats ou déjà acceptés, et d'autres qui s'en vont. Encore d'autres qui sont détruits parce qu'un État impérialiste jaloux refuse de les laisser entrer. Donc, c'est en mouvement. Le deuxième piège, ce serait d'obéir trop strictement aux règles déterminées par les politiciens sous l'influence des pouvoirs, surtout économiques. Une surréglementation qui est le point le plus pénible de l'Union. Dans le cas de mon travail, initialement l'enseignement du français comme langue étrangère, ces règles sont utiles. Elles ont pour but de fixer la façon de prononcer et d'écrire les langues. Je leur dois beaucoup. Plus tard, je me suis orientée dans d'autres directions, toujours aussi plurielles. Mais j'ai sans cesse esquivé les règles dès qu'elles devenaient dogmatiques et limitantes, abrutissant la créativité de la pensée. Ainsi, je me suis trouvée être, à mon étonnement, c'était le jour où je me suis réveillée, j'étais complètement étonnée, une penseuse interdisciplinaire et une artiste intermédiaire en même temps. Mon expérience de ce double être entre, dont je vais parler avec vous aujourd'hui, ça m'a étonnée. C'était comme un coup sur la tête. On continuera de parler de ça le 4 novembre, quand je parlerai plus en détail de l'interdisciplinarité, et le 18 novembre de l'intermédialité. Et dans les 2 cas, il y aura un invité pour faire cette discussion, Jonathan Keller pour le 4 et Camille Velodi pour le 18. Plutôt que de fixer l'Europe comme région et comme ensemble de règles, pour cette chaire annuelle, on nous a invités à réfléchir sur l'invention de l'Europe. L'invention. Un renouvellement continu, et ce par les langues et les cultures. Bonjour Terry. L'ensemble ne se laisse pas fixer, et tant mieux. Le concept de sémiosphère permet d'évaluer et d'analyser les façons dont, dans le domaine nécessairement flou, infixable, dont les frontières sont des terrains de négociation plutôt que des lignes limites, et où la multiplicité des langues assiste et obstrue à la fois la communication, on réussit quand même à communiquer à l'aide d'autres signes ou de paroles, autres signes que des paroles. Des paroles correctement écrites et prononcées. Des signes qui s'ajoutent à et ainsi transforment constamment le discours habituel. Et je veux parler de ça aujourd'hui. Le terme de signe se réfère à la combinaison de quelque chose de perceptible et d'une idée, image ou même fantasme que cette perception nous invite à former mentalement.
Et la perception se fait à travers une perspective qui, du coup, tend aussi à être plurielle, comme l'a argumenté récemment le philosophe Emmanuel Aloha, dont vous voyez la couverture du livre ici à gauche. Invention ou inventivité et pluralisation vont bien ensemble, à ce que ce nouveau livre de Aloha démontre. C'est un livre qui vaut la peine de consulter. C'est grâce à ces additions que le contenu duquel la chaire est appelée à réfléchir a pu être attribué aux penseurs et créateurs plutôt qu'aux politiciens et capitalistes. Comme le document qui décrit la chaire le formule, les penseurs et créateurs, citation, vivent et approfondissent l'expérience européenne avec, fin de citation, avec et à travers cette pluralité. Et ainsi, ils sont en état de travailler à la création inventive, intellectuelle et artistique d'une Europe dont la pluralité est la caractéristique la plus importante. Tout ça, je l'ai dit plus ou moins dans ma leçon inaugurale. J'ai sous-titré le cours d'aujourd'hui « Être entre », pour indiquer que non seulement nous vivons dans cette pluralité, mais que cette façon d'être ne peut se faire que entre, dans des relations et des connexions, plutôt que dans une rigidité qu'on a tendance à appeler identité, un terme que je rejette pour des raisons que j'ai expliquées la dernière fois. C'est pourquoi j'avais adopté la préférence de l'historiographe Hayden White pour l'identification plutôt que de l'identité. Après une analyse approfondie des mots identité, dérivés du latin identitas, signifiant idem et ens, être le même, White retourne à la fin de son article au verbe, ce qui est une façon de donner la priorité à la décision de chacun de s'affilier à d'autres de son choix. S'il y a identité, elle est le résultat de l'acte d'identification et non pas un ensemble de traits innés. Cet article de Hayden White a été publié sous publication, je pense que c'est pas encore sorti, maintenant, 20 ans après sa disparition. Être entre, un mot inexistant contenant le trait d'union qui m'est si cher, signifie une existence en mouvement, jamais fixée ou rigidement identifiée, ni jamais autonome, indépendante, isolée, indifférente. Selon un des penseurs européens le plus créatifs du XXe siècle, Gilles Deleuze, cette situation mouvementée produit et encourage une esthétique qu'il a appelée saharienne. Ces formes sont comme des collines de sable du Sahara en transformation et mouvement constant. On ne peut pas les fixer. Ce n'est pas pour dire que l'Europe ressemble physiquement, visuellement ou moralement à un désert, mais que plutôt, grâce aux artistes et penseurs, l'esthétique et la pensée bougent et se rencontrent dans un univers de mobilité et de pluralité, tout en constituant un ensemble. L'installation de l'artiste Janssens au Panthéon, dont je vous ai dit de ne pas la rater, c'est les derniers jours maintenant, avec laquelle j'avais clôturé mon discours inaugural, en est un exemple parfait. Les deux références dans cette diapositive ici, que vous en donneront une réflexion claire et convaincante. Et parlant d'urgence, le thème de ce film que nous allons voir, l'installation de Janssens, est dans ces derniers jours. Et donc, vous allez voir que cette boule-là, qui est la sphère de Léon Foucault, bouge. Et ce mouvement est essentiel. Alors, je vais parler d'un film que j'ai réalisé, comme j'avais annoncé, et je concentre la réflexion d'aujourd'hui sur un court-métrage de 31 minutes qui sera projeté et commenté, j'espère par vous tous,
dans la deuxième période, après mon discours, en tant que séminaire. Que ça dure 1 heure, une demi-heure, on verra bien. Hein, ça n'est pas à forcer. Outre sa durée limitée, il y a plusieurs raisons pour ce choix. Raisons qui sont pertinentes en vue du concept de sémiosphère comme le terrain vague où l'être entre peut avoir lieu. Le film est parlé en polonais. Vous connaissez? Moi non. C'est une langue que la plupart des Européens occidentaux ne comprendront pas. Moi non plus, pas un mot. Je ne peux même pas distinguer, je ne peux pas entendre la distinction entre les mots. Lorsque cette différence linguistique radicale se présente, il est intéressant d'essayer de comprendre ce qui reste d'accessible comme signe, au-delà des sous-titres, évidemment indispensables, mais pas suffisants. Et je vous préviens que les sous-titres dans la version que vous allez voir sont en anglais, parce que je n'ai pas réussi à faire une version convaincante avec des sous-titres français. Il y avait des problèmes de traduction, c'était pas bien. Donc vous verrez que le verbe « essayer » se trouve être crucial dans l'interaction avec ce film. Et c'est pour ça que je montre. Il souligne la modestie tout en représentant l'être entre la non-compréhension et l'entendement, entre le film, ses sujets, acteurs et personnages, qui sont déjà entre, hein, comme personnages, et les regardeurs, dans le terme de Anne Veronica Janssens. Mais surtout, comme film, il est en fait 2 fois double, dans son genre incertain et dans sa forme performative. Son genre bascule entre la fiction narrative et l'essai. Et son sujet, ou contenu, l'objet de la préposition about, sur, équivalent du sur en français, dans le sens que c'est un film sur un certain sujet, est ici double aussi. En outre, l'ambiguïté du mot anglais about, qui signifie non seulement sur, mais aussi en combinaison avec l'idée du temps, aussi une certaine impatience. Et ce sur, about, joue son propre rôle. Je voudrais déballer ces 2 doublons pour démontrer la pertinence du concept de sémiosphère et surtout de l'attitude qui l'encourage, ainsi que pour analyser afin de mieux comprendre le genre de l'essai. C'est là, le noyau d'aujourd'hui. Et donc, on fait appel à notre philosophe allemand Adorno. J'ouvre cette analyse à travers le fameux texte du philosophe Theodor Adorno, à qui j'emprunte le concept surprenant qu'il a donné comme titre à son texte, « L'essai comme forme ». Je ne pouvais pas croire qu'il était sérieux en disant ça, mais oui. Dans les 2 cas, ce qui m'importe surtout est un plaidoyer pour la flexibilité des concepts et pensées que nous tendons à porter à l'analyse de l'art, la littérature et le cinéma. La politique, de sorte que la pensée et l'imagination sont mises en état de collaborer vraiment pour le bien de la créativité cruciale dans les 2 domaines que la description de la chaire annuelle a mis ensemble pour l'invention de l'Europe. Le trait d'union est pour moi le symbole de la relation entre 2 ou plusieurs positions, entités, individus, ou simplement mots ou choses, comme dans le cas des noms communs où l'adjectif précédé d'une préposition. Ce qui compte, c'est que les pôles ou unités sont en relation. L'indifférence ne participe pas. Dehors, indifférence. Ni l'identité totale. C'est pourquoi le trait d'union m'est précieux, indispensable pour unifier dans le respect de la différence. C'est aussi pourquoi, parmi les prépositions qui indiquent les collaborations entre disciplines, j'ai une préférence forte pour inter contre trans, préposition qui est plus à la mode.
mais contre laquelle j'ai l'objection qu'elle suggère un passage sans engagement, donc une indifférence. Le trait d'union fait ce qui m'importe, relier sans fusionner. Et c'est pour moi, l'aspect, le signe sémiosphérique le plus important. Pour le film que nous allons voir, dans le titre, le trait d'union n'est pas littéralement inscrit, il reste d'ordre imaginaire, tout en étant présent comme idée. Dans la forme du titre, c'est le point d'exclamation qui fait l'affaire. C'est lui qui distingue les deux titres, les deux sujets et les deux genres en jeu. C'est un film double. Le premier titre-sujet, It's About Time, il s'agit du temps, indique qu'il s'agit du temps. C'est le sujet. Suivi d'un simple point, ce titre dit que c'est un essai dans le sens propre. C'est une tentative d'argumenter pour une conception non linéaire de la temporalité, une relation entre le présent et le passé qui est comme une conversation mutuelle. Avec la linéarité, j'écarte l'idée de progrès. Ce que j'ai développé il y a très longtemps comme une alternative dans mon livre sur le Caravage et l'art contemporain, en dialogue, a été repris assez généralement sous le terme d'anachronisme, un peu controversé par rapport à l'idée, à la pensée historique, mais dont on voit maintenant un peu plus la productivité. Mon terme anglais, preposterous, joue sur l'échange entre pre et post, avant et après, ainsi qu'évoquant avec un clin d'œil le sens négatif de preposterous, sans trait d'union, qui signifie absurde, grotesque. Et ce clin d'œil est une allusion à l'accusation d'anachronisme que j'ai souvent essuyée de la part d'historiens d'art orthodoxes à propos de mes écrits sur l'art. Preposterous. Et pour moi, c'était ambivalent. J'étais offensée et complimentée en même temps. Ce néologisme preposterous n'est pas vraiment traduisible en français. J'ai essayé perverti, mais j'ai gardé des doutes sur le choix d'un terme à connotation si négative. Ce qui importe dans la doublure du genre, c'est que les deux personnages de fiction mythiques, Cassandre, la Troyenne, et son amant aîné, bientôt devenant grec puis romain, entrant dans la région européenne, discutent dans une incarnation pédagogique de professeurs et étudiants sur la problématique du temps. C'est le moment où la fiction se transforme en essai. Le titre principal, se terminant sur un simple point, dit que le film traite du temps. It's about time. La discussion entre les deux personnages est assez sérieuse pour passer pour un essai, tout en restant encadrée comme fiction. Même si elle invoque plusieurs clins d'œil, comme une certaine pédanterie de la part de Cassandre jouant la professeure en lisant des idées dans un livre d'un autre auteur, dans le cas présent c'est un livre de moi, et Aîné, habillé comme Walter Benjamin, aussi se référant, mais plus ouvertement, à un autre, le grand philosophe. Le point d'exclamation dans le deuxième sens du titre change tout. Ce n'est pas un mot, ni même une lettre. Il ne fait pas partie de l'alphabet, ni est-il un signifiant traînant avec lui un signifié dans la lignée de Saussure. Il n'est ni iconique ni indexical selon la sémiotique de Peirce. On ne peut pas non plus le considérer comme un élément des systèmes secondaires modelants selon la sémiotique de Lotman, car il ne traduit pas du langage en texte artistique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Trois théories fondamentales n'ont pas de place pour cet élément de ponctuation si habituel dans la sémiosphère européenne. Néanmoins, il constitue quelque chose comme un signe, plus ou moins sémiosphériquement spécifique.
Et dans cela, il est assez fort. Il transforme des sens, des intonations, de l'interaction avec les destinataires. Dans le cas du film, c'est un signe qui transforme un essai, disons un essai comme un texte universitaire, en appel politique, grâce à l'ambiguïté du mot anglais « It's about time ». En anglais, ça veut dire « il y a urgence ». Ce n'est plus une indication du sujet. Mais cette urgence dans « about » fonctionne seulement en combinaison avec le point d'exclamation. C'est lui qui change la force performative de la phrase ultra courte. Dans le film, l'urgence concerne la crise du climat. Donc Cassandre parle évidemment au temps présent, pour le présent. Et donc, étant donné son personnage mythique, preposterously, selon une chronologie pervertie. En effet, présent et passé se rencontrent et cette rencontre revitalise les deux. Le personnage de la mythologie antique, la jeune prophétesse, était une victime de son employeur Apollon dans ce que notre présent reconnaît comme un cas de Me Too, moi aussi. Elle fut condamnée à ne jamais être crue ni entendue, ni écoutée, lorsqu'elle refusa de faire l'amour avec lui. Étant un dieu, il ne pouvait pas retirer le don de la prophétie qu'il lui avait déjà donné pour la séduire. À travers le personnage de Cassandre et sa vision claire du danger où nous nous trouvons, j'ai essayé de figurer, de créer une figuration pour le présent et l'avenir. Créer une forme pour les pensées indifférentes ou impuissantes des gens concernant le désastre immanent et menaçant. Mettant en scène les personnages de l'Antiquité dans une discussion sur la situation présente est un geste de l'histoire que, après tout, je dois appeler perverti en français. Et le comportement d'Apollon justifie les connotations négatives du terme. Les deux sens du titre, avec et sans point d'exclamation, aussi bien que le sujet double, sont figurés dans le film, vous allez voir. Le concept de l'histoire pervertie a été personnifié dans une scène où Énée incarne ou imite la figure de Jean-Baptiste dans le tableau du Caravage. Il y a aussi une figuration de cette histoire mutuelle dans la mise en scène de deux tableaux de l'artiste sud-africaine Ina van Zyl, avec lesquels Cassandre interagit, vous allez voir, dans une tentative de comprendre et d'expliquer la différence entre représentation et réalité. C'est une différence qui reste tellement relative, mais indispensable, que l'être entre demeure pertinent. La formulation de 1817 du poète anglais Coleridge reste tout à fait valide. Dans son expression, la suspension volontaire de l'incrédulité, the willing suspension of disbelief, chaque mot compte. La suspension n'est ni contrainte ni automatique. Suspension ne signifie pas élimination, ce qui serait une attitude dangereuse de déni. Et l'incrédulité suspendue ne cible pas la croyance en général, mais seulement la surveillance de la vérité qui mène si facilement à la censure de l'imagination. L'interacting de Cassandre avec les peintures, qu'elle compare à des objets réels, démontre la productivité de son intelligence intégrée avec l'imagination. Évidemment, il y a beaucoup plus de théories contemporaines de la fiction, dont celui des mondes possibles. Je me sens assez proche de celle basée sur le jeu d'enfant. Moi, j'étais papa, j'étais maman, de Kendall Walton, de 1990. Je cite Coleridge à partir de sa formule anglaise, parce que je trouve qu'avec sa brièveté, il a quand même un point important. La réincarnation du Caravage par le personnage qui essaie de l'imiter va au-delà d'une simple doublure.
de la juxtaposition du Caravage avec l'acteur imitant la pose de Jean-Baptiste dans l'image. L'acteur personnage dans le présent, personnage image de l'artiste du tournant du XVIIe siècle, et le personnage biblique mythique crée un être entre temporaire tripolaire. L'image se transforme encore lorsqu'une peinture abstraite contemporaine de l'artiste américain David Reed glisse par-dessus de l'œuvre baroque. Et donc, on voit encore l'œuvre baroque, on voit les deux personnages et on voit cette œuvre contemporaine. Elle reste un peu transparente, ce qui permet de voir comment l'œuvre contemporaine répond à l'ancienne, dans encore un être entre temporel et artistique, stylistique. L'urgence, dont le sujet du film transformé en appel politique est exprimé plusieurs fois, surtout dans les citations du roman allemand Cassandra de Christa Wolf. La source principale des dialogues du film est très forte, c'est très forte, elle continue de le dire. L'allusion au mythe antique, connu par la pièce Agamemnon d'Échille et évoquée dans l'Iliade d'Homère, relie ce travail à l'année précédente de cette chaire européenne, quand Alberto Manguel a parcouru avec perspicacité les sources mythiques de l'idée de l'Europe, et en les interprétant comme des métaphores. La métaphore, justement, est un exemple parfait de l'être entre. De même, comme nous le verrons, de l'essai. Le personnage mythique d'Énée, chassé du monde plus ou moins asiatique de Cassandre, restera une figure métaphorique du réfugié, dont on va parler encore dans ce cours, y compris comme source de l'Europe, surtout selon l'Énéide de Virgile. Alors, je veux parler un petit peu de l'essai comme essai, essayer l'essai. Le double genre est une instance textuelle ou audiovisuelle de l'être entre. J'ai fait ce film en 2020, durant la première semaine de mars, juste avant le confinement Covid, à l'invitation de la fameuse Haute École de cinéma, la Leon Schiele National Film School à Łódź, en Pologne. Le laboratoire de médias narratifs de cette institution avait obtenu une subvention pour expérimenter avec le genre du film essai. Cela a permis au docteur Jakub Mikurda, que j'appelle aussi Kuba, comme tout le monde autour de lui, d'inviter quelques réalisateurs à essayer un film essai, à s'essayer au film essai. J'étais la première, donc je ne pouvais pas me replier sur des prédécesseurs, ce qu'ils auraient accompli. Pire, je n'avais jamais réfléchi à la question de ce que ce genre pourrait être et faire. Quand j'exprimais mon étonnement de l'invitation, je dis « pourquoi vous m'invitez ?» Micourt a dit tout de suite « tous vos films sont des films essais. » Comment? Il prononçait ça avec un point d'exclamation. J'ai vite compris que ce que j'avais appelé des documentaires expérimentaux et des fictions théoriques, c'était les deux genres que j'avais essayé de travailler, que j'avais réalisé jusque-là, pourraient servir effectivement de guide dans ma recherche du genre. Si c'est un genre, en effet. Ou est-ce plutôt une approche ou la caractérisation d'un contenu spécifique, un contenu spécifique qui différencie un tel film du documentaire et de la fiction? C'était des questions qui montaient. L'expression « être entre » servira ici aussi. Je me rappelais qu'à l'école secondaire, l'essai était simplement défini comme non narratif ou pas un récit. Simplement, oui, mais trop vaguement, car les définitions négatives sont vagues. Par définition, on peut dire. Elles couvrent tout, car les définitions
sont tout sauf cette chose qu'elles ne sont pas. En plus, j'ai une résistance forte contre la pensée dualiste, de même qu'un intérêt passionné pour la narrativité, qui ne m'a jamais quitté. En outre, les essais contiennent très souvent des exemples développés qui sont narratifs, comme des mini-récits, ce qui invalide la négativité de la définition d'une autre façon encore. Donc, cette façon de caractériser l'essai n'avait rien de persuasif. Et dès l'école secondaire, je comprenais ça et je résistais. Au lieu d'y adhérer, après l'invitation de Cuba, j'ai commencé à réfléchir comment l'essai, pour anticiper l'essai comme forme selon Adorno, pouvait aider à comprendre des nuances qui, pour moi, sont importantes dans l'analyse et la création culturelle. Et en plus de ce titre énigmatique, j'ai l'essai comme forme, comme le dit Adorno, l'essai d'Adorno sur l'essai, je trouvais étonnant et très stimulant que le philosophe ouvre les 2 volumes. En anglais, ce sont 2 volumes, en français, c'est un petit volume, mais très petit, sur la littérature, avec l'essai, moins comme genre que comme forme. Il lui donne donc une place d'honneur dans la littérature, même si son essai sur l'essai ne spécifie pas vraiment la forme en tant que telle. Le geste de le placer en tête du volume souligne son importance selon l'auteur. Il me semble utile de prendre le terme si connu comme étiquette d'un genre dans son sens littéral. Essai veut dire tentative, avec le verbe essayer. L'enjeu est important car l'essai oblige à penser la complexité, comme Adorno l'écrit, face au convenu de l'intelligibilité, de l'idée de vérité comme ensemble des faits. L'essai oblige à penser dès les premiers pas dans sa vraie complexité. Il apporte un correctif à cette idée bornée et simpliste qui s'allie à tous les coups à la ratio vulgaire. C'est lui qui le dit, hein, pas moi. L'essai approfondit l'interprétation des concepts, si importants pour l'être entre de la pensée et de l'art. En rapport avec la pluralité des langues européennes dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale, le passage suivant, avec sa métaphore illuminante, me semble crucial. Il me rappelle mon propre apprentissage, avec la pratique de la lecture comme le meilleur moyen de sortir du monolinguisme, quand j'ai commencé à apprendre le français. Je cite, ce qui pourrait le mieux se comparer avec la manière dont l'essai s'approprie les concepts, c'est le comportement de quelqu'un qui se trouverait en pays étranger, obligé de parler la langue de ce pays, au lieu de se débrouiller pour la reconstituer de manière scolaire à partir d'éléments. Il va lire sans dictionnaire. Quand il aura vu 30 fois le même mot, dans un contexte à chaque fois différent, se sera mieux assuré de son sens que s'il avait vérifié dans la liste des différentes significations qui, en général, sont trop étroites en regard des variations dues au contexte et trop vagues en regard des nuances singulières que le contexte fonde dans chaque cas particulier. Et je trouve que ce passage, c'est la leçon pour l'apprentissage d'une langue étrangère. On voit aisément comment cette expérience devient un voyage stage, comme je l'ai appelé la dernière fois. Cette personne est en relation entre ce qui, au début, lui est étranger, mais ça incite justement à la relation. Pour rappeler l'essai de François Julien, le sinologue que j'ai cité la dernière fois, l'écart devient un vis-à-vis. Non seulement Adorno explore les aspects possibles de l'essai, mais il a consacré une grande partie de son article essai à essayer de remplir les écarts dans le sens d'éloignement
que la pensée dualiste a creusé. Pour caractériser son style et ton philosophique, je cite un passage qui forme un mini-essai en soi. Sans même l'exprimer, il tient compte de la non-identité de la conscience. Il est radical dans son non-radicalisme, dans sa manière de s'abstenir de toute réduction à un principe, de mettre l'accent sur le partiel face à la totalité, dans son caractère fragmentaire. Alors, ce qui, dans ce passage antidualiste, me semble le plus proche de l'être entre, se résume dans les mots partiel et fragmentaire. La partialité bénéficie de l'ambiguïté, puisque ce mot signifie à la fois le contraire de la totalité et la préférence qu'apportera la subjectivité. Le mot contredit dans la prétention à la vérité objective. Au lieu de cela, il apporte la reconnaissance de l'engagement passionné comme alternative à l'objectivisme qu'il avait caractérisé avec mépris comme cette idée bornée et simpliste qui s'allie à tous les coups à la ratio vulgaire, dans le passage cité avant. Grâce à l'ambiguïté du mot partial, on peut voir que la rationalité est liée dans une relation intense au désir de l'essayiste de persuader, ce qui ne peut se faire qu'au moyen de l'argumentation rationnelle. Le mot fragmentaire soutient l'objection à l'allusion du total et implicitement, quand on suit le mot, au danger du totalitarisme. Il oblige à la modestie, et celle-ci est indispensable pour pouvoir être à la fois distincte et en relation, possiblement une relation d'identification, et cet autre avec qui on peut être entre. Comme un petit détour par le trilinguisme dont Abraham de Zwaan et Amin Maalouf se sont fait les porte-paroles la dernière fois, comme j'ai expliqué le 18 octobre, il me semble utile de rappeler que le mot qui traduit le participe présent « essayant », littéralement en anglais comme « trying », signifie dans cette langue utile aussi « difficile », presque impossible, épuisant. It's trying. C'est juste un petit rappel que l'essai difficile n'est pas un genre pour les paresseux. Le mot inclut la modestie. Essayer à tâtons, même en pataugeant, comprend l'aveu qu'on n'est pas maître, donc pas autonome. Cette modestie reconnaît que rien n'est parfait, ni fini, ni fait seul. Faire quelque chose est social et collectif. Cela a aussi une conséquence temporelle, puisque essayer exprime aussi l'idée que ce qu'on fait, ni les pensées, idées, ni les œuvres d'art ou les films ne sont jamais finis. Ils sont en progrès et en devenir, comme Deleuze le dirait, car on ne finit jamais d'essayer. Comme par coïncidence, un de mes films que Mikurda a considéré comme film essai, Reasonable Doubt, Scenes from Two Lives, le doute raisonnable, des scènes de deux vies, de 2016. C'est un film sur René Descartes, ici à gauche, et la reine Christina de Suède, à droite, a comme sujet est sur, justement, l'activité de pensée et les idées qui en résultent. Les aspects sociaux, collectifs, performatifs, à la fois du processus et des idées résultantes. Selon le côté essai de ce film, penser même est provisoire, donc se fait sur le mode de l'essai. Aussi important pour comprendre l'essai que la modestie du provisoire, du partiel et de l'effort est la réalisation de la mutualité, la réciprocité, la réversibilité. En d'autres mots, le dialogue plutôt que le monologue. Que l'essayiste soit seul ou en compagnie quand elle est immergée dans l'activité d'essayer, elle est déjà réagissant à des idées d'autrui qui l'entourent. Un essai est toujours bilatéral.
l'essayiste est très probablement convaincu de ce qu'il veut dire quand il se lance dans la rédaction d'un essai. Mais comme rien ne peut se faire dans l'isolement, même assis dans un bureau en face d'un ordinateur, on est intellectuellement, mentalement et imaginairement entouré d'autres idées et leurs auteurs. La personne essayante a nécessairement une attitude de réaction à l'appel et à la contribution d'autres gens au sujet de l'essai sur le point ou en train de se faire, et à l'argument de l'essayiste. C'est la nature dialogique de la pensée et de l'essayage qui suit. J'invoque le roman Cassandra de Christa-Wolf avec quelques citations qui démontrent ce dialogisme. Et ceci compte non seulement pour les autres directement ou indirectement impliqués quand on pense, mais aussi pour ce que, dans notre tendance au binarisme, dans la façon dont nous pensons et voyons le monde, nous considérons trop facilement comme l'objet. Quand il y a sujet, il y a objet. Dans mon travail sur l'art visuel, j'ai souvent plaidé pour une oreille et un œil ouverts pour ce que l'objet pourrait avoir à dire à son tour. Selon cette idée, j'ai proposé un de mes slogans académiques que j'ai tendance à proposer, « L'objet répond ». Par cette mini-phrase, j'ai voulu dire que l'objet doit avoir l'occasion de répondre, de résister à une interprétation que le sujet, le penseur universitaire, propose. Et cette occasion de répondre peut être créée par une procédure très simple. Lorsque nous citons quelque chose ou insérons une image comme exemple, afin d'illustrer un argument ou interprétation, il vaut la peine de regarder en arrière et de confronter pour vérification l'exemple avec l'argument que nous venons d'écrire à son sujet. Est-ce que c'est vraiment ça que dit cet exemple? Et souvent, tout ne correspond pas parfaitement, et tant mieux. En réfléchissant à cette non-correspondance partielle, nous apprenons plus sur l'objet. Nous sommes en interaction avec lui. C'est très important, je pense, dans notre enseignement. Cette collaboration bilatérale vaut aussi pour l'activité de pensée elle-même. La formulation la plus efficace de cette idée que je connais a été proposée par le psychanalyste Christopher Bollas, qui a écrit une de ces phrases qui sont devenues une ligne directrice durable pour moi. Souvent, je me rends compte que même quand je suis en train de travailler à une idée sans savoir exactement ce que je suis en train de penser, je suis engagée à penser une idée qui est en train de lutter pour me la faire penser. La répétition de l'expression « être en train de » dans ma traduction souligne le côté procès non fini, donc essai de la pensée, ainsi que le temps du présent. La phrase de Bollas exprime la modestie qui caractérise l'essai, puisque l'auteur avoue qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est occupé à penser, mais il pense. Mais aussi, il qualifie la pensée en devenir comme intensive, engagée et vitale, vivante. Ce qui est le plus important, l'idée que Bollas s'efforce à penser collabore avec lui. L'auteur et son objet, l'idée sur laquelle il travaille, le font ensemble. Ils sont dans un état d'être entre. L'idée souhaite d'être pensée. Elle lutte même pour obtenir le statut d'idée. Kaja Silverman, analyse du cinéma et de la photographie, offre une formulation assez semblable, et j'étais étonnée de voir la similitude. Dans sa théorie de l'image, du souvenir ou comme mémoire, quand elle écrit, si, en essayant de donner du sens à cette description étrange des souvenirs inconscients, je n'arrive pas à éviter de leur attribuer le statut de sujet, c'est parce que la subjectivité elle-même n'est dans son sens le plus profond rien d'autre qu'une constellation de souvenirs visuels qui est en train de lutter pour acquérir une forme perceptible.
Donc, Silverman est aussi une des analystes d'orientation psychanalytique intégrée avec la sémiotique la plus pénétrante et subtile, ce qui rend la comparaison entre ces deux formulations juste et sensible. Cette lutte n'est pas seulement bilatérale, étant donné que l'auteur Bolas, aussi bien que l'idée en devenir, sont en relation avec beaucoup d'autres êtres, enjeux et choses, la lutte doit être multiple. Le mot constellation, dans la formulation de Silverman, transmet cette même pluralité, que nous pouvons relier aussi à l'usage que William Marx en fait dans sa conception plurielle de la littérature, et Aloha dans celle de la perspective, le partage de la perspective. Je suis tentée de considérer cette constellation de processus de la pensée en lutte comme le noyau de l'idée de l'essai, comme forme qu'Adorno avait proposée. Dans ce sens, l'essai a même une mise en abîme de l'être entre. Une étape suivante dans cette réflexion serait alors l'être du personnage entre roman et cinéma, entre passé et présent, et entre deux dangers catastrophiques. Cassandre. J'ai été avertie de la pertinence du roman de Christa Wolf par une peinture en 30 panneaux de 2009 et d'une œuvre de théâtre d'ombre, toutes les deux de l'artiste indienne Nalini Malani, présentée en Documenta 13, à la recherche du sang disparu, In Search of Vanished Blood, et des conversations avec l'artiste. Mon dialogue continu avec cet artiste démontre la nature dialogique de la pensée. La colonne vertébrale du film essai que nous allons voir est la conscience temporelle de Cassandre. Ça, c'est une image du jeu d'ombre que Malani avait présenté à Documenta 13. Son appel réitéré à l'urgence est un élément clé, aussi bien dans le mythe ancien que dans sa subjectivisation dans le roman de Wolf, et dans mon essai d'en faire un film-essai. Le moment où l'urgence devient personnelle est celui où le futur proche intervient dans la vie des personnages dans le présent. Cassandra largue son amant aîné parce qu'il reste trop près des déteneurs du pouvoir, avec le résultat, craint-elle, qu'il perd son humanité et devient rigide, devient une statue. Les mots qui clôturent le roman, mais pas le film, sont poignants. Citation, « Je ne peux pas aimer un héros. Je ne veux pas te voir transformé en statue. » Le roman de Wolf, après un alinéa très bref qui donne au personnage littéralement une place, c'était ici à l'endroit où elle se tenait. Ces lions en pierre la regardaient. Maintenant, ils n'ont plus de tête. Est entièrement écrit à la première personne, comme on dit. En le lisant, on ne peut s'empêcher de l'écouter ainsi à l'encontre, même détruisant la malédiction d'Apollon. Après ces quelques phrases courtes, Cassandre récupère lentement un certain pouvoir narratif, dont la nature spécifique est importante. Cette forteresse, dans le passé imprenable, maintenant un tas de pierres, était la dernière chose qu'elle vit. Voir, son dernier acte de perception, ce que j'appelle la focalisation, jette son regard sombre sur le passage du temps. Cet effet est renforcé par des phrases finales qui nous engagent tous et qui ont dû motiver le choix du titre du théâtre d'ombre de Malani. Pas une trace de sang ne peut être vue suintant de dessous, pointant la route dans les ténèbres, dans l'abattoir, et seul. Dans les 9 lignes de cet alinéa bref, Cassandre, sans être nommée, est instaurée comme personnage, elle, et dans le cadre, c'était ici, et équipée de ce rôle narratif crucial de focalisatrice. La voix passive et l'expression négative, pas une trace de sang ne peut être vue,
indique que nous, lecteurs, écouteurs, co-focalisateurs, regardeurs, dirait Janssens, sommes aussi impuissantes qu'elles. Mais comme elles, nous pouvons voir, ou, comme le dirait en Veronica Janssens, regarder. Cette clause finale met en avant le sort de cette jeune femme, la mort par la même violence que nous acceptons comme normale quand elle s'applique aux animaux, abattoirs, et dans la solitude. On est confronté à la mort dans une solitude radicale. Ça, c'est le début du roman, les 9 premières lignes. Et ce début du roman et ses particularités narratologiques, ses formes, nous attribuent le rôle d'être les écouteurs que Cassandra n'aurait pas dû à la malédiction d'Apollon. Nous sommes les destinataires de son message, les narrateurs du discours à la première personne, en charge d'écouter la voix de Cassandra, locutrice du roman entier. Cette forme du roman dit que l'art, la littérature ne sont pas un luxe inutile, économiquement et politiquement superflu, juste une façon de passer le temps. Au contraire, nous devons apprendre, non sur l'art, mais par l'art. Non pas sur le monde, mais dans le cas présent, l'Europe, mais pour le monde, pour l'Europe. En mettant sur le tapis l'essai, j'ai aussi voulu honorer le philosophe qui privilégia l'essai et donc la modestie et le dialogisme. Une fois qu'elle parle, Cassandra prononce une alinéa d'une seule phrase. Citation, en suivant l'histoire, je fais mon chemin vers la mort. Keeping step with the story, I make my way into death, dit la traduction anglaise. Et quand elle dit un peu plus loin, j'ai continué à vivre afin de voir, elle exprime l'importance du témoignage. Témoigner n'a pas seulement cette forme spéciale, socialement pertinente de focaliser, mais l'exercice de fonctionner comme la deuxième personne, une condition totalement indispensable pour la vie. Cette fonction, qui a été théorisée en linguistique et en psychanalyse et d'autres domaines, a été explorée brillamment par la philosophe féministe canadienne Lorraine Code dans une proposition très convaincante pour une épistémologie juste. Ce que Cassandra voit dans sa fonction de maîtresse focalisatrice est l'horreur à venir. Elle est capable de voir le futur. Et dans son acte de voir, elle se rend compte de la force, aussi bien de la problématique du temps. Car c'est une expérience quand je vois, quand je vis. Vie est le résultat de cette heure de notre destruction. Le temps s'arrête. Je ne souhaiterais pas cela pour personne. Cette temporalité est l'urgence d'écouter la prédiction, la prophétie de la destruction Cassandra énonce doivent être entrelacées avec la focalisation testimoniale, voir avec elle. Et cela donne à ce roman la pertinence pour aujourd'hui. Voir, non, regarder, et ce, non pas dans une fascination voyeuriste, comme Adorno nous avait prévenu après l'Holocauste. Sa caution n'est pas une censure iconophobe, mais un appel à déployer notre capacité d'empathie. Cassandra objecte à la guerre et à l'héroïsme qu'elle exige, et en conséquence, elle est expulsée de la maison de son père. Aujourd'hui, nous voyons comment la guerre et d'autres formes de violence, ainsi que la négligence de la bombe à retardement qu'est la destruction de la planète, déjà allumée, sévissent. Si seulement nous écoutons Cassandra et assumons l'existence des Européens multiples en termes d'être entre. J'ai voulu vous montrer ce film pour beaucoup de raisons différentes, et j'en ai mentionné quelques-unes au début. Une d'elles est que je n'ai pas encore mentionné, expressément, concerne la relation d'être entre de la littérature avec le cinéma et vice-versa. Oui, cette relation aussi va dans les deux directions.
Ce film n'est pas une adaptation, comme on appelle trop souvent les films faits d'après des romans. Au cours de cette année, je montrerai et je parlerai sur quelques autres films placés à tort dans cette catégorie d'adaptation. Le 2 décembre, je parlerai de notre film Madame B, fait comme une réaction, réponse, discussion avec le roman de Flaubert. Le 9 décembre, je présenterai quelques épisodes de l'installation Don Quichotte, Triste figure, et la raison pour laquelle un long métrage sur ce sujet aurait été une trahison déplorable du roman de Cervantes. Et le 6 janvier, on aura l'occasion de parler d'un film fait en relation avec l'auteur du livre, la fiction théorique Mère folle de la psychanalyste parisienne Françoise Davanne. Dans tous ces cas, et entre les deux, il y a d'autres séminaires, dans tous ces cas, y compris donc dans le cas présent, il vaut mieux considérer le film comme une réponse, une tentative essai de dialogue avec le roman. Je veux suggérer que vous regardez le film dans votre rôle de narrateur, témoin, regardeur, en réfléchissant comment la voix de Cassandre, restée muette dans l'histoire, le mythe, dans ses formes antiques chez Échille et Homère et d'autres, se fait ici entendre, rendant l'écoute engagée, testimoniale, inévitable. Et aussi inévitables sont la perception et l'interprétation anachronique selon ma conception de l'histoire pervertie. L'aspect temporel de l'aspect de regarder comme acte actif et engagé sont tous deux des réalisations de l'être entre. Et désolé pour le sous-titre espagnol, mais c'était une opportunité de montrer le film dans le cadre de, justement, cette urgence. Et je vous invite donc, peut-être on prend 5 minutes d'entracte. Ça vous va? Pour to stretch your legs. Et puis on revient 5 minutes après 3 heures. D'accord? Et puis on va discuter. Oui?